La salle de conférence était plongée dans un silence de cathédrale. 20 pères Dieu fixaient mon père, puis moi, puis mon père à nouveau. Les néons blancs au plafond me donnaient l'impression d'être sous un projecteur. Mon cœur battait si fort que je sentais les pulsations dans mes tempes. Les mots venaient de tomber comme à coup près. « Elle ne sait même pas lire un bilan !» Sa voix avait résonné dans toute la pièce. Pas une remarque discrète, pas un commentaire professionnel, non, un cri, une humiliation publique calculée, destinée à me briser devant mes collaborateurs, devant les investisseurs, devant toute l'équipe que j'avais moi-même recrutée. Martin, notre directeur financier, avait baissé les yeux. Sophie, ma meilleure alliée dans cette entreprise, avait porté sa main à sa bouche. Même M. Delacroix, l'investisseur principal que nous essayions de convaincre depuis des mois, avait froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise. Mon père, lui, me fixait. Ce regard que je connaissais si bien, ce mélange de mépris et de satisfaction. Il venait de marquer son territoire, il venait de me remettre à ma place. J'ai senti mes mains trembler, ma gorge s'est serrée. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu 8 ans à nouveau. J'étais cette petite fille qu'il corrigeait devant les invités parce qu'elle avait osé donner son avis à table. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas de la peur, non, quelque chose d'autre, quelque chose qui couvait depuis trop longtemps. J'ai respiré profondément, j'ai posé mes 2 mains bien à plat sur la table en verre et j'ai décidé que cette fois, pour la première fois de ma vie, j'allais répondre. Et vous, comment auriez-vous réagi si votre propre père vous humiliait devant toute une salle ? Pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière, revenir à cette enfance où mon père était un dieu dur, imprévisible, mais un dieu quand même. Chez nous, on ne contredisait pas papa, on ne lui posait pas de questions, on exécutait. Ma mère avait appris à se taire très tôt. Mon frère aîné, Julien, avait fui dès ses 18 ans. Parti à Lyon sans jamais vraiment revenir. Et moi, j'étais restée, la fille obéissante, celle qui voulait le rendre fier. Mon père avait bâti son empire seul. Partant de rien, il avait créé une petite entreprise de conseil en gestion qui, au fil des décennies, était devenue une référence dans notre région. Il en était fier, trop fier. Sa réussite était son identité, et personne ne devait la lui voler. Quand j'ai annoncé à 17 ans que je voulais faire une école de commerce, il a ri. Pas un rire joyeux, un rire méprisant. « Toi, en commerce ? Ma pauvre chérie, tu as déjà du mal à gérer ton argent de poche. » Ma mère avait regardé ailleurs, comme toujours. Mais je m'étais accrochée, j'avais intégré HEC, j'avais décroché mon diplôme avec mention, j'avais travaillé dans une grande banque parisienne pendant 5 ans, j'avais grimpé les échelons, obtenu des promotions, géré des portefeuilles de millions d'euros. Et à 32 ans, j'avais créé ma propre boîte, une start-up en conseil financier, moderne, digitale, tournée vers les PME qui se sentaient abandonnées par les grandes banques traditionnelles. Un projet qui marchait, qui explosait même. Mon père ne m'avait jamais félicité. Jamais. Pas une fois. Au lieu de ça, il critiquait. Tout le temps. Lors des déjeuners familiaux, il lançait des piques. « Tu sais, ma petite entreprise, elle tient depuis 40 ans. On verra si la tienne existe encore dans 5 ans. Tu recrutes trop vite, tu vas droit dans le mur. Ces histoires de digital, c'est du vent. Les vraies affaires se font en face à face. » Au début, j'essayais de lui prouver qu'il avait tort. Je lui montrais mes chiffres, mes contrats, mes clients satisfaits, mais rien n'y faisait. Plus je réussissais, plus il devenait acerbe. Ma psychologue, que j'avais fini par consulter à bout de force, m'avait expliqué ce mécanisme. Votre père ne supporte pas que vous le dépassiez. Pour lui, votre réussite n'est pas une fierté, c'est une menace. Il a peur que vous prouviez qu'on peut réussir autrement que lui, que vous invalidiez ses méthodes, que vous le rendiez obsolète. Ces mots m'avaient fait l'effet d'une gifle, parce qu'ils étaient vrais. Mon père n'était pas fier de moi, il avait peur de moi. 3 mois avant cette fameuse réunion, j'avais fait une erreur que je paierais cher. Mon entreprise avait besoin de fonds pour se développer, pour embaucher, pour investir dans de nouveaux outils, pour conquérir de nouveaux marchés. J'avais monté un dossier solide et cherché des investisseurs.
Et mon père m'avait proposé son aide. Je connais du monde, avait-il dit avec un sourire paternel qui aurait dû m'alerter. Je peux te mettre en contact avec des gens sérieux. J'aurais dû refuser, mais j'étais fatiguée de me battre seule. Et une partie de moi, cette petite fille qui cherchait encore son approbation, voulait croire qu'enfin il était fier de moi. C'est comme ça qu'il était entré dans mon conseil d'administration, pas comme investisseur majeur, mais comme conseiller stratégique, un titre honorifique en théorie, mais dans les faits, il s'était comporté comme s'il possédait la boîte. Dès la première réunion, ça avait dérapé. Les chiffres que tu présentes, ils sont jolis sur le papier, mais dans la vraie vie. Tu proposes quoi, là, exactement? Parce que moi, je ne comprends pas ta stratégie. Attends, tu as recruté combien de personnes en 3 mois? Mais tu es folle! Les autres membres du conseil avaient d'abord été surpris, puis gênés. Martin avait essayé de prendre ma défense une fois. Mon père l'avait coupé sèchement. Vous êtes là parce qu'elle vous a embauché, mais ne confondez pas loyauté et lucidité. Les réunions étaient devenues un cauchemar. À chaque fois, il trouvait un moyen de me rabaisser, devant tout le monde. Il remettait en question mes décisions. Il insinuait que je ne savais pas ce que je faisais. Il se positionnait en sauveur, en homme d'expérience venu sauver une petite fille perdue. Sophie m'avait pris à part après l'une de ces réunions. « Léa, pourquoi tu le laisses te parler comme ça? C'est inacceptable. » « C'est mon père, Sophie. » « Justement. » Mais je n'arrivais pas à lui tenir tête. Pas devant les autres, pas publiquement. Parce qu'au fond, j'avais encore peur de lui. Peur de sa colère, peur de sa désapprobation. Peur qu'il ait raison. Et puis est arrivé ce matin de novembre, la réunion la plus importante de l'année, celle où nous devions convaincre M. Delacroix et son fonds d'investissement d'injecter 2 millions d'euros dans notre structure. J'avais préparé cette présentation pendant des semaines. Chaque slide, chaque chiffre, chaque projection avait été vérifiée, revérifiée et validée par Martin. J'étais prête, confiante même. Mon père était arrivé avec 15 minutes de retard. Il s'était installé au bout de la table, bras croisés, sans même un bonjour. J'avais commencé ma présentation, calmement, professionnellement. J'avais exposé notre modèle économique, nos résultats des 12 derniers mois, nos perspectives de croissance. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Chiffre d'affaires en hausse de 340%, taux de satisfaction client à 96%, équipe soudée, projets innovants, partenariats stratégiques. Monsieur Delacroix hochait la tête, impressionné. Et c'est là que mon père avait levé la main. « J'ai une question. » Sa voix était glaciale. J'aurais dû sentir le piège. « Bien sûr, papa. Ces chiffres-là, sur la rentabilité prévisionnelle, tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à ces projections? Bien sûr, nous avons calculé sur la base de notre croissance actuelle, en intégrant les nouveaux contrats déjà signés et... Non mais attends, tu me parles de croissance, mais tu as regardé ton BFR, tes délais de paiement, tes charges fixes? Évidemment, tout est dans le... Parce que moi, quand je regarde tes chiffres, je vois une entreprise qui se développe trop vite sans structure solide. Le ton était monté. Il ne posait plus des questions. Il m'attaquait. « Papa, si tu regardes le tableau page 12... » Le tableau page 12, il est joli, mais il ne reflète pas la réalité économique. Si, justement, Tu veux que je te dise la vérité? Il s'était levé. Sa voix avait tonné dans la salle. Cette entreprise, elle tourne parce que tu as eu de la chance, pas parce que tu sais gérer. Tu improvises, tu te laisses porter par un marché favorable, mais tu n'as aucune vision long terme. Ce n'est pas vrai, Elle ne sait même pas lire un bilan. Le silence était tombé comme une chape de plomb. Mon père venait de me détruire, publiquement, devant l'investisseur qui pouvait faire vivre ou mourir mon entreprise. J'ai regardé M. Delacroix. Son visage était fermé. Il prenait des notes probablement pour justifier son refus d'investir. J'ai regardé Sophie. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai regardé Martin. Il fixait ses mains. Et j'ai regardé mon père, debout, triomphant. Il venait de gagner. Il venait de prouver que j'avais besoin de lui, que sans lui, je n'étais rien. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas ma confiance, non. Quelque chose de plus profond. La peur.
cette peur qui m'empêchait de respirer depuis 32 ans. J'ai posé mes mains sur la table, j'ai respiré. 1 fois, 2 fois, et j'ai parlé. Tu as raison, papa. Ma voix était calme, étrangement calme. Mon père a souri. Il croyait que je capitulais. Tu as raison, je ne sais peut-être pas lire un bilan, comme toi tu les lis. J'ai ouvert mon dossier, j'ai sorti une liasse de documents. Mais moi, j'ai appris à lire autre chose. Par exemple, j'ai appris à lire les comptes annuels de ton entreprise, ceux qui sont publics, accessibles à n'importe qui. Le sourire de mon père a vacillé. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que ton entreprise, celle qui existe depuis 40 ans, celle qui est censée être un modèle de stabilité, elle perd de l'argent depuis 3 ans. Le silence s'est intensifié. Tu racontes n'importe quoi. Non, papa, ta trésorerie est dans le rouge. Tu as accumulé 400 000 € de dettes fournisseurs. Et tu as dû licencier 8 personnes l'année dernière pour éviter le dépôt de bilan. J'ai posé les documents devant lui. Tu veux qu'on parle de lecture de bilan ? Parlons-en. Parce que pendant que tu critiquais ma gestion, tu cachais à tout le monde que ta propre entreprise coulait. Mon père était devenu livide. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ça. C'est autre chose. J'ai sorti un autre document. Il y a 6 mois, tu es venu me voir. Tu m'as dit que tu voulais m'aider, que tu connaissais des investisseurs. Tu t'es présenté comme un mentor. Mais en réalité, tu avais une autre idée en tête. J'ai regardé Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix, saviez-vous que mon père vous a contacté il y a 2 mois, avant que je ne vous présente mon projet ? L'investisseur a froncé les sourcils. Il vous a proposé de racheter mon entreprise, de l'intégrer à la sienne, pour une bouchée de pain, en vous expliquant que j'étais incompétente et que seul lui pouvait sauver cette structure. Mon père a ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. Heureusement, Monsieur Delacroix est un homme intelligent. Il a fait ses recherches, il a vu les résultats, et il a poliment décliné ton offre. N'est-ce pas, Monsieur Delacroix ? L'investisseur a hoché la tête lentement, le regard rivé sur mon père. Alors voilà, papa, tu as raison, je ne sais pas lire un bilan comme toi. Parce que moi, je ne triche pas avec les chiffres. Je ne cache pas mes pertes, je ne sabote pas le travail de mes propres enfants, et je ne mens pas à des investisseurs pour récupérer une entreprise qui me fait de l'ombre. Ma voix tremblait maintenant, mais pas de peur, de colère, de libération. Pendant 32 ans, j'ai cherché ton approbation. J'ai tout fait pour te rendre fier. J'ai courbé l'échine, j'ai encaissé tes humiliations. J'ai cru que c'était de l'exigence, de l'éducation. Mais ce n'était pas ça. C'était de la jalousie. Tu ne supportes pas que je réussisse là où toi tu es en train d'échouer. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Alors oui, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être que je fais des erreurs. Mais au moins, moi, je construis quelque chose de sain, quelque chose de vrai. Et je n'ai pas besoin de détruire les autres pour me sentir exister. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père était figé, ses mains tremblaient, son visage était décomposé. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu tel qu'il était vraiment. Pas un géant, pas un dieu, juste un homme fragile, effrayé par le temps qui passe, par l'évolution du monde, par une fille qui avait appris à voler de ses propres ailes. Monsieur Delacroix a rompu le silence. Mademoiselle Moreau, je crois que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Mon cœur s'est serré, j'avais tout perdu. Vous êtes exactement le genre d'entrepreneur dans lequel j'aime investir. Quelqu'un qui sait tenir debout, même sous la pression. Vous aurez votre financement. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Sophie a laissé échapper un petit cri de joie. Martin souriait. Mon père s'est levé, lentement. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Puis, il a attrapé sa veste. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Non, papa, j'aurais dû le faire il y a des années. Il est parti sans un mot de plus. Les semaines qui ont suivi étaient étranges. Mon père n'a pas cherché à me contacter. Ma mère, si. Elle m'a appelée, en larmes, me suppliant de m'excuser. Tu comprends pas ce que tu lui as fait. Il est détruit. Et moi, maman, est-ce que tu as pensé une seule fois à ce qu'il m'a fait pendant toutes ces années ? Elle n'a pas répondu. Mon frère Julien, en revanche, m'a envoyé un message, un seul. Bravo, petite sœur, j'aurais aimé avoir ton courage. L'entreprise a prospéré. Avec l'investissement de Monsieur Delacroix, nous avons ouvert 2 nouveaux bureaux, recruté 15 personnes, signé des contrats majeurs. Mais ce qui a changé surtout, c'est moi.
Je ne courbe plus l'échine. Je ne cherche plus l'approbation de personnes qui ne veulent pas me voir réussir. J'ai appris que parfois, se libérer ça fait mal, ça crée des ruptures, ça laisse des cicatrices. Mais ça permet de respirer. 6 mois plus tard, mon père m'a envoyé un mail, court, maladroit. J'ai vendu l'entreprise, je prends ma retraite, je voudrais qu'on se voie. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, et un jour je lui ai donné rendez-vous dans un café. Il était avieilli, fatigué, petit presque. Je voulais te dire, il cherchait ses mots. Je voulais te dire que j'ai eu tort, papa. Ce n'étaient pas des excuses complètes, ce n'était pas une reconnaissance totale de tout le mal qu'il m'avait fait, mais c'était un début. J'ai eu peur, Léa, peur de ne plus servir à rien, peur que tu me prouves que j'avais fait faute route, et au lieu d'être fière de toi, j'ai essayé de te rabaisser. J'ai hoché la tête. Je ne lui ai pas dit que c'était grave, je ne lui ai pas dit que tout était pardonné. Mais je lui ai dit la vérité. Papa, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne t'en veux plus, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne serai plus jamais cette fille qui cherche ton approbation. J'existe, avec ou sans toi. Il a baissé les yeux, il a hoché la tête. Je comprends. Aujourd'hui, nous nous voyons de temps en temps, lors de légers brefs, polis. Ce n'est pas une relation idéale. Mais c'est honnête, et ça me suffit. Parce que j'ai appris quelque chose ce jour-là, dans cette salle de réunion. J'ai appris qu'on ne pouvait pas construire sa vie sur l'approbation des autres, même quand cet autre est un parent, même quand on voudrait tellement qu'il soit fier. J'ai appris qu'il fallait parfois se tenir debout, même si ça fait trembler tout l'édifice. J'ai appris que la liberté a un prix, mais que ce prix vaut toujours la peine d'être payé. Si cette histoire vous a parlé, si vous aussi vous avez dû affronter quelqu'un qui ne voulait pas vous voir grandir, alors likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien compte vraiment, parce que parfois savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout.